2 jours avant l'anniversaire des jumeaux, je croyais encore pouvoir préserver la paix. Je m'étais levée avec les premiers rayons de soleil qui se faufilaient à travers les volets de notre petit appartement parisien. La chaleur de juillet se faisait déjà sentir. Mais la brise qui entrait par le balcon la rendait supportable tandis que je collais des étoiles en papier au plafond de la cuisine. Je les avais découpées la veille au soir, quand Matteo et Lucas s'étaient enfin endormis. Leur rire résonnait dans l'appartement pendant que je fredonnais une berceuse, partagée entre les préparatifs et leur repas. Leur premier anniversaire n'était que dans 2 jours, et malgré la fatigue qui pesait sur mes os, j'étais déterminée à ce qu'il soit spécial. Antoine, mon mari, était au travail, comme toujours. Depuis la naissance des jumeaux, ses heures au bureau semblaient s'être multipliées. « C'est pour nous », disait-il, « pour nous offrir le meilleur. » Mais les jours comme celui-ci, ce dont j'avais le plus besoin n'était pas de l'argent, mais une paire de bras supplémentaires et quelqu'un pour me dire que je faisais du bon travail. La sonnette retentit juste au moment où j'essuyais de la purée de carottes des cheveux de Lucas. Je pensais que ce serait Chantal, ma voisine, qui passait parfois prendre un café et m'aider avec les enfants. Mais quand j'ouvris la porte, j'eus l'impression que la température chutait de plusieurs degrés d'un coup. « Martine », dis-je, en essayant de garder une voix naturelle. « Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. » Ma belle-mère entra sans attendre d'invitation, comme si l'appartement lui appartenait. Ses talons claquèrent sur le parquet tandis qu'elle avançait, examinant chaque recoin avec ce regard de juge permanent que je ne connaissais que trop bien. Elle portait une robe grise impeccable, les cheveux teints en noir et rassemblés en un chignon si serré qu'il semblait lui tirer la peau du visage. « Je suis venue voir mes petits-enfants, » dit-elle, ignorant ma salutation. « Où sont mes petits anges ?» Les jumeaux étaient dans leur chaise haute, le visage barbouillé d'orange et souriant avec cette innocence que seuls les bébés possèdent. Martine les regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'affection, mais s'arrêta avant de les toucher. « Tu ne les as pas encore nettoyés ? Ils vont sentir la nourriture toute la journée. » Je respirais profondément. J'allais le faire quand tu es arrivé. Elle plissa le nez en voyant les cadeaux à moitié emballés sur le canapé, les étoiles en papier que j'avais laissées sur la table et les assiettes du petit déjeuner que je n'avais pas encore ramassées. « Cet endroit ressemble à une porcherie », murmura-t-elle en croisant les bras. « Antoine travaille toute la journée et tu n'es même pas capable de tenir la maison en ordre. » Je forçai un sourire, ravalant mon irritation comme je le faisais toujours. Depuis notre mariage, Martine avait clairement fait savoir que je n'étais pas assez bien pour son fils. Quand nous avons emménagé ensemble, elle venait chaque semaine pour aider, ce qui signifiait en réalité réorganiser mes placards et critiquer ma façon de cuisiner. Quand je suis tombée enceinte, ces visites sont devenues quotidiennes, pleines de conseils non sollicités et d'avertissements sur la difficulté à venir. Et quand les jumeaux sont nés, elle a annoncé qu'elle emménagerait avec nous, temporairement, pour donner un coup de main. Ce temporairement durait depuis 10 mois. J'étais occupée avec les préparatifs de l'anniversaire, me défendis-je, bien que je sache que c'était inutile. Je veux que tout soit parfait. Parfait ? Elle rit, un son sec et tranchant. Rien ne sera parfait avec cette saleté. Les invités penseront que vous vivez comme des gitans. La façon dont elle prononça gitans fit bouillir mon sang. Ma grand-mère maternelle était gitane. Une chose que Martine avait découverte à notre mariage et qu'elle ne m'avait jamais laissé oublier. Les invités viendront célébrer la première année de Matteo et Lucas, pas inspecter le sol, dis-je, essayant de garder mon calme tout en nettoyant le visage de mes fils. Martine retira sa veste et la posa sur le dossier d'une chaise. « Tu devrais te mettre à genoux et laver tout le sol du salon. C'est dégoûtant. » Je crus qu'elle plaisantait, mais son ton était acéré et autoritaire. Je levai les yeux des jumeaux et la regardai droit dans les yeux. « Pardon ? Tu as bien entendu. Tes fils vont grandir en pensant que la saleté est anormale. Ce n'est pas étonnant, avec la famille que tu as. » À ce moment-là, quelque chose changea en moi. Peut-être était-ce la fatigue accumulée des nuits blanches, ou le stress d'organiser une fête tout en m'occupant de 2 bébés, ou simplement le fait d'avoir supporté trop longtemps. Mais pour la première fois depuis que je connaissais Martine, je dis ce que je pensais. Non. Le mot resta suspendu dans l'air entre nous. Simple, direct, inébranlable. « Qu'as-tu dit ?» Ses yeux se plissèrent. J'ai dit non. Je ne vais pas me mettre à genoux pour laver le sol maintenant. Les enfants viennent de manger, ils ont besoin d'un bain et d'une sieste. Le sol peut attendre. Ses yeux s'écarquillèrent, et pendant une brève seconde,
Je vis quelque chose de dangereux clignoter en eux, une étincelle qui me fit frissonner. Tu as beaucoup de culot de me parler ainsi dans ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, Martine. C'est la maison d'Antoine et la mienne. Tu es ici en tant qu'invité. Le mot « invité » parut la frapper physiquement. Elle se redressa, tout en tension contenue, comme un cobra sur le point d'attaquer. Et je sus, à cet instant précis, que j'avais franchi une ligne sans retour possible. La ligne avait été franchie, et il n'y avait pas de retour en arrière. Les jumeaux venaient de finir leur biberon. Leurs petites mains étaient courbées autour d'eux, paisibles, douces, confiantes. Matteo avait laissé tomber sa tête sur le côté, avec ce regard somnolent qu'il prenait juste avant de s'endormir. Lucas était encore attentif, ses grands yeux fixés sur le mobile d'étoiles suspendu au-dessus de sa chaise haute. C'est alors que Martine se jeta en avant. Avec une force qui n'appartenait pas à son corps fragile, elle arracha les biberons de leur bouche. Le mouvement brusque fit que les deux bébés se mirent à pleurer instantanément. « Martine, qu'est-ce que tu fais ?» criai-je en m'approchant des enfants. « Tu leur donnes trop de lait. C'est pour ça qu'ils sont si gros, » répondit-elle froidement. Mon Antoine n'a jamais été un bébé potelé. Je ne pus répondre. J'étais trop occupée à essayer de calmer Matteo et Lucas, dont les pleurs augmentèrent de volume à chaque seconde. Je leur caressai les joues, murmurant des mots rassurants tout en lançant des regards furieux à ma belle-mère. « Donne-les-moi » ordonna-t-elle en tendant les bras. « Je sais comment les calmer. »« Non » répondis-je, me plaçant entre elle et mes fils. « C'est toi qui les as fait pleurer. Éloigne-toi d'eux. » Puis vint la poussette. Je l'avais laissée près de la porte d'entrée après notre promenade matinale au parc des Buttes-Chaumont. Le soleil avait été agréable et les jumeaux avaient aimé regarder les canards sur l'étang. Maintenant, ce moment paisible semblait appartenir à une autre vie. Martine se dirigea vers la poussette, la saisit à deux mains et la projeta contre le mur avec une telle violence qu'une des roues se détacha. Le fracas fut terrible. Les vitres d'un cadre photo accroché au mur tombèrent au sol, se brisant en 1000 morceaux. Je criai. Mes bébés pleuraient si fort que leurs visages devinrent violets. Je courus vers eux, les serrant contre ma poitrine, mon propre corps tremblant. La peur s'empara de moi, non pas pour moi-même, mais pour mes enfants. De quoi d'autre cette femme était-elle capable? Et puis, l'impensable. Martine se dirigea vers la porte d'entrée, sortit les clés de la poche de sa jupe et ferma à clé. Elle le fit avec une précision froide, méthodique, comme quelqu'un qui accomplit une tâche quotidienne. Ensuite, elle jeta les clés dans son sac à main. « Voilà ce qui arrive quand tu me manques de respect », siffla-t-elle, et elle se dirigea vers le canapé comme si de rien n'était. Elle s'assit, croisa les jambes, et me regarda avec une expression que je n'oublierai jamais, la satisfaction mêlée de mépris. Je restai paralysée, le cœur battant à tout rompre, mes bras enroulés fermement autour de mes enfants. Quelque chose en moi se brisa à ce moment-là, quelque chose qui avait toléré sa cruauté pendant trop longtemps. « Tu es folle », murmurai-je. « Complètement folle. Non, ma chère, je te donne une leçon de respect. Quelque chose que ta famille ne t'a clairement jamais appris. » Les bébés continuaient de pleurer, et je sentais que l'air me manquait. La pièce semblait rétrécir autour de moi. Je devais sortir de là, mais Martine avait les clés. Je devais appeler Antoine, mais mon téléphone était sur la table basse à côté du canapé, trop près d'elle. « Donne-moi les clés », dis-je, en essayant de donner à ma voix une fermeté malgré la peur. Tout de suite. Pas avant que tu ne t'excuses pour ton comportement. À genoux, comme il se doit. L'idée de m'agenouiller devant elle me donna la nausée. Je regardais autour de moi, cherchant une issue, une solution. La fenêtre? Nous étions au 3e étage. Impossible. Crier à l'aide? Les voisins les plus proches seraient au travail à cette heure. Martine, s'il te plaît, tentai-je de raisonner. Les enfants ont peur. Ils ont besoin de se calmer. Laisse-les moi. Toi, va dans la cuisine et prépare-moi un café. Pendant ce temps, réfléchis à la façon dont tu vas t'excuser. Je sentis une vague d'indignation si intense que j'en eus le vertige. Cette femme avait terrorisé mes enfants, détruit leur poussette, nous avait enfermés. Et maintenant elle voulait que je lui prépare un café? À ce moment-là, je compris que je n'avais pas affaire à une personne rationnelle. « Je ne vais rien te préparer », dis-je en reculant vers la chambre des jumeaux. Et je ne te laisserai pas seule avec mes enfants. Plus jamais. Son expression changea, se durcissant encore plus.
Tu es une ingrate. Sais-tu tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai permis d'épouser mon fils. Je t'ai donné un toit. Je t'ai appris à être une mère décente. Tu ne m'as rien donné, répondis-je, sentant un calme étrange malgré la situation. Et je n'ai pas besoin que tu m'apprennes à être mère. Mes enfants sont heureux et en bonne santé, et ils le seraient encore plus si tu ne te mêlais pas de chaque aspect de nos vies. Je m'enfermais dans la chambre des jumeaux en plaçant une chaise contre la porte. Ce n'était pas grand-chose, mais au moins, cela nous donnait une sécurité momentanée. Je plaçais Mathéo et Lucas dans leur berceau, leur donnais leur peluche préférée et leur parlais avec toute la douceur que je pus rassembler. Tout va bien, mes amours. Maman est là. Personne ne va vous faire de mal. Peu à peu, leurs pleurs se transformèrent en sanglots, puis en hoquets occasionnels. La tension dans mon corps était si intense que mes muscles me faisaient de mal. Mais je me forçais à leur sourire, à leur chanter doucement, à être leur refuge au milieu de cette folie. De l'autre côté de la porte, je pouvais entendre Martine bouger dans le salon, marmonnant pour elle-même. La peur me serrait la gorge, mais je sentais aussi quelque chose de nouveau grandir en moi, la détermination. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Je ne pouvais pas permettre que mes enfants grandissent dans un environnement de peur et de contrôle. Je cherchais mon téléphone dans mes poches, mais me souvins que je l'avais laissé dehors. Frustrée, je regardais autour de moi, cherchant quelque chose qui pourrait m'aider. Sur la table de chevet, il y avait un vieux téléphone fixe que nous n'utilisions presque jamais. Je le décrochais avec des mains tremblantes, priant pour qu'il fonctionne. La tonalité ne m'avait jamais semblé aussi douce. Je composais le numéro d'Antoine, répétant mentalement « Réponds, s'il te plaît, réponds. » 3 sonneries, 4, 5, et puis « Allô ? Antoine » murmurai-je, la voix brisée. « Ta mère est devenue folle. Elle a cassé la poussette des enfants, nous a enfermés dans l'appartement et m'a pris les clés. Tu dois venir tout de suite. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne, ce genre de silence qui suit les mots qui changent des vies pour toujours. « Quoi ? Camille ? Tu es sûre ? Ma mère ne ferait jamais une chose pareille. » Je me sentis comme si j'avais reçu une gifle. Il ne me croyait pas. Après tout ce que nous avions traversé avec sa mère, il doutait encore de moi. « Antoine, tes enfants pleuraient de peur. Ta mère a jeté leurs poussettes contre le mur. Il y a des éclats de verre partout sur le sol. Tu crois que j'inventerais quelque chose comme ça ? » Un autre silence. Puis, « J'arrive. Ne la provoque plus. Essaie de rester calme jusqu'à ce que j'arrive. Ne la provoque plus. » Comme si j'étais la coupable de tout ça. Comme si marcher sur des œufs autour de sa mère pendant des années n'avait pas été exactement ce qui nous avait menés à cette situation. « Dépêche-toi » fut tout ce que je dis avant de raccrocher. Je m'assis par terre à côté du berceau, écoutant la respiration de plus en plus calme de mes enfants. À travers la porte, j'entendais Martine parler au téléphone, probablement avec Antoine aussi. Sa voix semblait larmoyante, victimisante. Elle était en train de réécrire l'histoire, se transformant en victime. Et pour la première fois depuis longtemps, je m'en fichais. Qu'elle dise ce qu'elle voulait. Je connaissais la vérité, et Antoine devrait choisir qui croire. La femme qui avait donné naissance à ses enfants, ou la femme qui avait fait de lui une marionnette toute sa vie. Les minutes passaient avec une lenteur angoissante. Les jumeaux s'endormirent, épuisés par les pleurs et la tension. Je restais alerte, écoutant chaque son, chaque mouvement de l'autre côté de la porte. Et tandis que j'attendais, quelque chose se cristallisa en moi. Cela se terminerait aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, la situation avec Martine se terminerait aujourd'hui. Cette nuit-là, je fis une promesse qui allait tout changer. Les jumeaux n'arrêtèrent pas de pleurer. Je les berçais pendant des heures, leur murmurant à l'oreille, les calmant avec chaque goutte de force qu'il me restait. Mon corps me faisait mal, mais mon esprit était vif, vibrant de colère et de clarté. Je les avais protégés physiquement, mais émotionnellement, quelque chose de sacré avait été meurtri, et c'était inacceptable. Antoine était rentré à la maison 2 heures après mon appel. Quand il entra, il trouva sa mère assise sur le canapé, regardant un feuilleton, comme si de rien n'était. La poussette cassée et les éclats de verre du cadre avaient été cachés quelque part. J'étais toujours enfermée dans la chambre avec les enfants. « Camille ?» Sa voix retentit de l'autre côté de la porte. « Ouvre, s'il te plaît. » J'enlevai la chaise et j'ouvris. Son visage montrait de la confusion, pas de l'indignation. Il regarda les jumeaux endormis dans le berceau, puis moi. « Que s'est-il passé exactement ?»
Ma mère dit que vous vous êtes disputés et que tu t'es enfermé avec les enfants. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Une dispute? C'était tout? Ta mère a arraché les biberons de la bouche de tes fils, a jeté leurs poussettes contre le mur, nous a enfermés dans l'appartement et a exigé que je m'agenouille devant elle. Ce n'est pas une dispute, Antoine. C'est de la violence. Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il était nerveux. Elle dit que tu exagères, qu'elle voulait seulement aider avec les enfants et que tu es devenu hystérique. Et tu la crois? Ma voix était plus calme que ce que je ressentais. Après tout ce que nous avons vécu avec elle, Antoine regarda vers la porte, comme pour s'assurer que sa mère ne pouvait pas nous entendre. Je ne sais pas quoi croire, Camille. Je sais que ma mère peut être difficile, mais ce que tu dis, c'est trop. Viens, dis-je en lui prenant la main. Je l'emmenai au débarras au bout du couloir. Là, derrière quelques boîtes, se trouvait la poussette. Une des roues pendait mollement, le châssis était cabossé et le tissu déchiré sur un côté. J'ai inventé ça aussi? L'expression d'Antoine changea en voyant la poussette détruite. Pour la première fois, je vis le doute dans ses yeux. Un doute sur sa mère, pas sur moi. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Parce que je lui ai dit non. Parce que pour la première fois, je ne me suis pas soumise à ses ordres. Je m'approchai de lui et pris son visage entre mes mains. Antoine, ça ne peut plus durer. Ce n'est sain pour personne, surtout pas pour nos enfants. Il hocha lentement la tête, mais je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Sa mère avait été son seul soutien depuis la mort de son père quand il avait 12 ans. Rompre avec elle signifiait rompre avec tout son passé, avec la seule constante qu'il avait eue dans sa vie. « Je vais lui parler », dit-il finalement. « Je lui dirai que ça a été trop loin. Ce n'est pas suffisant, » répondis-je. « Elle doit partir, Antoine. Elle ne peut plus vivre avec nous. Camille, c'est ma mère. Je ne peux pas simplement la mettre à la rue. Je ne dis pas de la mettre à la rue. Elle a son propre appartement à Lyon. Elle peut y retourner. Ça devait être temporaire, tu te souviens? Et ça fait 10 mois. Nous retournâmes dans la chambre. Les jumeaux dormaient toujours, inconscients du drame qui se déroulait autour d'eux. Antoine les regarda longuement, comme s'il cherchait sur leur visage la réponse à un dilemme impossible. « Laisse-moi lui parler d'abord », insista-t-il. « Peut-être qu'on peut trouver un accord ?» Je savais qu'il n'y aurait pas d'accord. Martine n'était pas du genre à négocier. C'était sa manière ou rien. Mais j'acquiesçais, car je savais qu'Antoine avait besoin d'essayer à sa façon avant d'accepter la réalité. Ce qui suivit fut l'une des nuits les plus longues de ma vie. Antoine parla avec sa mère dans le salon pendant que je restais dans la chambre avec les enfants. Leurs voix montaient et descendaient, parfois en chuchotements tendus, parfois en cris à peine contenus. J'entendis Martine pleurer, manipuler, menacer. Je l'entendis dire que je voulais les séparer, que j'avais toujours essayé de l'éloigner de son fils, que j'étais une mère terrible. Et j'attendis qu'Antoine me défende, qu'il lui dise que j'étais une bonne mère, que je faisais aussi partie de sa famille maintenant. Mais ce moment n'arriva jamais. Quand il revint enfin dans la chambre, son visage semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Elle dit qu'elle partira après l'anniversaire des jumeaux, annonça-t-il. Elle veut être présente pour leur première année. Je ressentis un mélange de soulagement et de déception. Soulagement parce qu'elle partirait enfin. Déception parce qu'Antoine lui avait permis de dicter les termes de son départ. « Et tu es d'accord avec ça ?» demandai-je. « C'est mieux comme ça, Camille. Ce ne sont que 2 jours. Après, tout reviendra à la normale. La normale. Comme si nous avions jamais été normaux avec Martine vivant sous notre toit. Comme si nous avions jamais eu la chance d'être simplement une famille, sans sa surveillance et sa critique constante. D'accord, concédai-je. Je n'avais plus l'énergie de discuter. Mais je veux que tu saches quelque chose, Antoine. Si elle refait quelque chose comme ça, si elle fait à nouveau peur aux enfants, ou me menace, je partirai. Je prendrai Mathéo et Lucas, et je partirai. Ce n'était pas une menace en l'air. Je le pensais sérieusement, et je crois qu'il le sut à la façon dont il me regarda. Ça n'arrivera pas, promit-il. Je m'assurerai qu'elle se comporte bien ces 2 jours. Cette nuit-là, nous dormîmes tous les 4 dans le même lit. Antoine, moi et les jumeaux entre nous. Ou plutôt, ils dormirent. Je restais éveillée, regardant le plafond, la mâchoire serrée. La lumière de la rue projetait une faible lueur à travers les rideaux, dessinant des ombres qui dansaient avec chaque voiture qui passait.
Je me souvins de chaque insulte que Martine m'avait lancée, chaque fois qu'elle m'avait traité d'inutile, chaque fois qu'elle m'avait fait sentir comme une invitée dans ma propre maison. Je me souvins comment elle s'était appropriée l'éducation de mes enfants dès le jour de leur naissance, comment elle critiquait chaque décision que je prenais, de la marque des couches à la façon dont je les habillais. Il ne s'agissait pas seulement du sol, il ne s'agissait pas seulement de ce jour-là, il s'agissait de tout ce qu'elle m'avait volé, ma confiance, ma paix, ma voix, de la façon dont elle avait transformé ce qui aurait dû être le moment le plus heureux de ma vie, la première année avec mes enfants, en un champ de bataille constant. Cette nuit-là, je me fis un serment à moi-même et à mes bébés. Cela se termine maintenant, et je commençais à planifier. D'abord, j'avais besoin d'alliés, des personnes qui me croiraient, qui pourraient me soutenir si les choses tournèrent mal. Je pensais à mon amie Rachel, avocate spécialisée en droit de la famille, à ma sœur Lucie, qui avait toujours vu clair dans le jeu de Martine, à Chantal, notre voisine, qui avait été témoin de certains des commentaires les plus cruels de ma belle-mère. Ensuite, j'avais besoin de preuves. La poussette cassée était un début, mais pas suffisant. Martine nierait l'avoir fait, dirait que c'était un accident, ou pire, que je l'avais fait moi-même pour l'incriminer. Il m'en fallait plus. Enfin, j'avais besoin d'un plan pour le jour de l'anniversaire. Quelque chose qui ne pourrait être ignoré ou minimisé. Quelque chose qui obligerait Antoine à prendre une position claire. Pas des demi-mesures comme il le faisait toujours quand il s'agissait de sa mère. En pensant à tout cela, je sentis Mathéo bouger dans son sommeil, sa petite main cherchant la mienne. Je la pris doucement, sentant sa chaleur, sa confiance absolue dans le fait que je le protégerais. Et à ce moment-là, je sus que je ferais n'importe quoi pour eux. N'importe quoi pour m'assurer qu'ils grandiraient dans un foyer rempli d'amour et de respect. Pas de peur et de manipulation. L'aube me trouva les yeux ouverts, mais avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je savais exactement ce que je devais faire. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de le faire. Quand les jumeaux se réveillèrent, souriant comme si la veille n'avait jamais eu lieu, je leur murmurai ma promesse. Les choses vont changer, mes amours. Maman va s'en assurer. Et ainsi, avec le soleil de Paris filtrant par la fenêtre et le son de la ville qui s'éveillait autour de nous, commença le jour qui allait changer nos vies pour toujours. Elle ne le savait pas, mais son empire de contrôle était sur le point de s'effondrer. Le lendemain matin, j'agis comme si de rien n'était. Je nettoyais en silence, souriais faiblement, évitais son regard. Martine semblait satisfaite d'elle-même, se promenant dans l'appartement comme une reine en exil. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà mis mon plan en marche. Pendant que je préparais le petit déjeuner, j'appelai Rachel. Avec les jumeaux jouant dans leur parc et Martine sous la douche, je pus parler librement. « J'ai besoin de ton aide », lui dis-je sans détour. La situation avec ma belle-mère est devenue insoutenable. Je lui racontai tout. L'incident de la poussette, les menaces, les années de commentaires dégradants. Rachel m'écouta en silence, et quand j'eus terminé, sa réponse fut claire. « C'est du harcèlement psychologique, Camille. Et mettre les enfants en danger est un délit grave. Tu dois tout documenter. » Je suivis son conseil. Je pris des photos de la poussette cassée et je sauvegardai tout dans un dossier sur le cloud. Ensuite, j'installai une petite application sur mon téléphone qui me permettait d'enregistrer les conversations. Je n'étais pas fière de devoir recourir à cela, mais j'avais besoin de preuves. « L'appartement est au nom d'Antoine, n'est-ce pas ?» demanda Rachel. « Oui. Nous l'avons acheté juste avant de nous marier, mais seul lui a pu signer car je n'avais pas de travail à ce moment-là. » « Bien. Cela nous donne une base légale. Ta belle-mère n'a pas le droit d'être là si vous ne le voulez pas, surtout après un incident qui pourrait être considéré comme une mise en danger de mineur. » Quand je raccrochai avec Rachel, je me sentis plus forte. J'avais un plan, un soutien juridique, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais de l'espoir. La journée se déroula dans un calme tendu. Martine supervisait chacun de mes mouvements pendant que je décorais le salon pour la fête du lendemain. Elle critiquait le choix des couleurs, la disposition des meubles, même la marque des serviettes que j'avais achetées. « Tu aurais dû choisir les bleus, pas les jaunes. Le jaune porte malheur pour les anniversaires, » disait-elle avec ce ton de celle qui détient des vérités universelles. Je me contentais d'acquiescer et de continuer mon travail. Chaque fois qu'elle lâchait une de ces perles de sagesse, j'appuyais discrètement sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone. À midi, pendant que les jumeaux faisaient la sieste, j'appelais Chantal, notre voisine,
sous prétexte de lui emprunter un plat à gâteau. « Tu peux venir un instant ?» lui murmurai-je quand elle ouvrit la porte. « J'ai besoin de te parler. » Chantal était institutrice en primaire, une femme d'une 50aine d'années avec une intuition aiguë et un cœur énorme. Elle avait été témoin de plusieurs altercations avec Martine et m'avait toujours offert son soutien silencieux avec des regards de compréhension et des tasses de thé quand les choses devenaient difficiles. Dans sa cuisine, je lui montrai les photos de la poussette et lui racontai ce qui s'était passé. Ses yeux s'écarquillèrent. « J'ai toujours su que cette femme était contrôlante, mais ça... c'est un autre niveau, Camille. J'ai besoin que tu m'aides, » lui demandai-je. « Demain, pendant la fête, j'ai besoin que tu sois attentive. Si Martine tente quelque chose, j'ai besoin d'un témoin. Compte sur moi, » promit-elle en me serrant la main. « Et si tu as besoin d'un endroit sûr pour toi et les enfants, ma porte est toujours ouverte. » Je rentrai à la maison, en me sentant comme une espionne en territoire ennemi. Martine était au téléphone, parlant à une de ses amies, probablement en train de réinventer les événements de la veille pour se présenter comme la victime. « Oui, Dolores, je te le dis, cette fille ne sait pas être mère. Sans moi, ses enfants seraient abandonnés toute la journée. Non, bien sûr qu'Antoine ne le voit pas. Il est aveuglé par elle. » Je respirai profondément et entrai dans la cuisine en faisant du bruit pour qu'elle sache que j'étais revenue. Sa conversation changea instantanément. « Oh, je dois te laisser, ma chère. On se parle après la fête ? » « Oui, elle sera merveilleuse grâce à mes préparatifs. » Je levai les yeux au ciel en rangeant le plat emprunté. Martine raccrocha et me regarda avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Où étais-tu ? » ?»« Chez Chantal, pour lui demander un plat pour le gâteau, » répondis-je en le lui montrant. « Cette femme, toujours à fourrer son nez dans nos affaires. Je n'aime pas que tu passes autant de temps avec elle. C'est mon amie, Martine, et une grande aide avec les enfants. Les enfants n'ont besoin de personne d'autre que de leur grand-mère, » déclara-t-elle en bombant le torse. D'ailleurs, j'ai invité quelques-unes de mes amies à la fête, des personnes de classe qui sauront apprécier à quel point j'ai bien élevé ces petits. Mon sang ne fit qu'un tour, mais je gardai mon sang-froid. Tes amis ? Martine, la liste est déjà bouclée. Ce ne sont que des amis proches et la famille. Mes amies sont de la famille, Camille. Elles ont vu Antoine grandir. Elles sont comme des tantes pour lui. Inutile de discuter. Chaque bataille perdue maintenant signifiait une plus grande victoire demain. Alors j'acquiesçai et continuai mes préparatifs. Cet après-midi-là, quand Antoine rentra du travail, je le trouvais distant, préoccupé. Il joua à peine avec les jumeaux avant de s'enfermer dans notre chambre sous prétexte de devoir passer quelques appels professionnels. Après avoir couché les enfants, je m'assis à côté de lui sur le lit. « Ça va ?» demandai-je, bien que je connaisse la réponse. « Je ne sais pas, Camille. Tout ça, c'est trop. Ma mère dit que tu exagères, qu'elle ne ferait jamais de mal aux enfants. Mais ensuite je vois la poussette et... » Je pris sa main entre les miennes. « Antoine, je suis mariée avec toi depuis 3 ans. Pendant ce temps, ta mère a critiqué chaque décision que j'ai prise, a remis en question ma capacité en tant que mère, a essayé de nous contrôler tous. Ce qui s'est passé hier, c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je sais, et je te promets qu'après l'anniversaire, elle partira. Mais s'il te plaît, demain, comportons-nous normalement. Pour les enfants. Pour les enfants. C'était toujours pour les enfants. Jamais pour moi, jamais parce que je méritais le respect dans ma propre maison. D'accord, concédai-je. Demain, je serai la belle-fille parfaite, pour la dernière fois. » Plus tard, quand Antoine dormait, j'envoyai un message à Rachel avec tous les détails de notre plan. Elle répondit presque instantanément. « Tout est prêt. Souviens-toi. Garde ton calme quoi qu'il arrive. La loi est de ton côté. » Je regardais mes enfants dormir paisiblement dans leur berceau. Demain, ils auraient 1 an. 1 an de joie, de découverte, de première fois. Aussi 1 an de tension, de marche sur des œufs, d'insultes ravalées pour maintenir la paix. Mais cela se terminerait demain. J'invitai Martine à rester pour l'anniversaire. Je lui dis que j'avais tout pardonné. Elle sourit avec suffisance et accepta. « Bien sûr que je reste. Tu n'es pas assez forte pour garder rancune, » dit-elle. Elle n'avait aucune idée qu'elle marchait vers sa propre perte. Et devant tous les invités, son masque tomba. Le matin de l'anniversaire se leva radieux.
Un de ces jours parfaits de Paris qui semblent sortis d'une carte postale. Le soleil entrait à flot par les fenêtres, pendant que je finissais de décorer le gâteau. J'avais passé la moitié de la nuit précédente à le préparer. 2 petits lions en pâte à sucre, les animaux préférés des jumeaux, sur un champ de crème au beurre bleu. Martine se leva tard, comme toujours quand elle n'avait pas à superviser mon réveil. Elle entra dans la cuisine déjà vêtue d'un tailleur gris perle qui coûtait probablement plus cher que toutes mes robes réunies. « Tiens, tu as fait le gâteau toi-même », commenta-t-elle, l'examinant d'un œil critique. « C'est particulier. J'en aurais commandé un à la pâtisserie de Saint-Germain-des-Prés. Ils ont un prestige qui date de plusieurs générations. Je voulais le faire moi-même, répondis-je sans la regarder. C'est plus personnel. » Elle renifla, mais n'en dit pas plus. Elle était trop occupée à parcourir la liste d'invités que j'avais laissée sur le comptoir. Seulement 18 personnes? Pour un premier anniversaire? Antoine avait plus de 50 invités au sien. Les temps sont différents, Martine. Et puis, l'appartement ne peut pas accueillir plus de monde. Si vous m'aviez écouté et aviez acheté dans le 16e arrondissement au lieu de cet endroit, vous n'auriez pas ce problème. Je respirai profondément. Juste quelques heures de plus, me répétai-je. Juste quelques heures de plus. Les jumeaux se réveillèrent de bonne humeur, comme s'ils sentaient que c'était un jour spécial. Je leur mis leur nouvelle tenue, des pantalons bleus et des t-shirts jaunes avec de petits lions brodés assortis au gâteau. Quand je les sortis de la chambre, Antoine était déjà revenu des courses avec les boissons et installait des ballons dans le salon. « Ils sont magnifiques », dit-il en les voyant. Et pendant un instant, nous n'étions que nous 3. Enfin 5, une famille normale célébrant un jour important. Mais le moment fut brisé quand Martine entra avec un sac d'une boutique de luxe. « J'ai acheté quelque chose pour mes petits-enfants », annonça-t-elle. « Ces t-shirts sont trop simples pour une telle occasion. » Elle sortit 2 ensembles complets, pantalons en lin blanc, chemise bleu ciel et petits gilets assortis. De superbes vêtements, sans aucun doute, mais complètement inappropriés pour des enfants d'1 an qui passeraient de la journée à manger du gâteau et à jouer par terre. « Merci, Martine. Mais ils sont déjà habillés ?» dis-je fermement. « Ne sois pas ridicule. Ils ne peuvent pas recevoir les invités comme ça. On dirait les enfants de n'importe qui. » Antoine intervint avant que je puisse répondre. « Maman, les vêtements qu'ils portent sont très bien. On les gardera pour une autre occasion, d'accord ?» Le regard que Martine lui lança aurait pu glacer l'enfer. « Comme tu voudras. Mais ne viens pas me blâmer quand tes amis penseront que tu as épousé quelqu'un qui ne sait pas habiller correctement tes enfants. » Les invités commencèrent à arriver à midi. D'abord ma sœur Lucie avec son mari et leur fils de 3 ans, puis Chantal, notre voisine, suivie de plusieurs amis de l'université et de collègues de travail d'Antoine. À ma grande surprise, Martine se comporta avec une correction exquise, saluant tout le monde avec des sourires et des commentaires aimables. Elle aida même à servir les boissons et à disposer les apéritifs. « Ta belle-mère a l'air charmante », me commenta une collègue d'Antoine, alors que nous regardions Martine faire des mamours aux jumeaux. Quelle chance d'avoir son aide. Je souris sans répondre. Si seulement elle savait. Rachel arriva ponctuelle, avec un dossier discret sous le bras qu'elle laissa dans ma chambre avant de se joindre à la fête. Les amis de Martine, 3 dames avec la même coupe de cheveux et la même expression de supériorité, firent leur entrée triomphale une demi-heure plus tard, critiquant discrètement la décoration en pensant que personne ne les entendait. À 14h, nous nous réunîmes tous autour de la table. Les jumeaux, assis dans leurs chaises hautes, applaudissaient au rythme de la chanson d'anniversaire pendant que nous chantions tous. Antoine était à côté de moi, son bras frôlant le mien, presque comme au bon vieux temps. Martine se plaça stratégiquement de l'autre côté de la table, là où toutes les photos la capteraient, comme la grand-mère parfaite et dévouée. Après avoir soufflé les bougies, moi pour eux, bien sûr, vint le moment de couper le gâteau. Et c'est alors que je décidai que c'était le moment. Je pris le micro de karaoké que nous avions acheté pour l'occasion et souris à nos invités. « Merci à tous d'être venus », commençai-je. « Il y a un cadeau de plus que nous devons offrir aujourd'hui. Pas aux jumeaux, mais à ce foyer. » Je me tournai vers Martine, ma voix calme, claire. « À partir d'aujourd'hui, ma belle-mère ne vivra plus avec nous. Pour des raisons que nous ne pouvons plus garder privées, elle a mis nos enfants en danger, et cela ne peut être pardonné. » Un silence de mort tomba sur la pièce. Martine pâlit, tenta de parler,
mais ne sortirent que des balbutiements incohérents. Les regards de tous les invités allaient d'elle à moi, confus, mal à l'aise. « Camille, qu'est-ce que tu fais ?» murmura Antoine à côté de moi, mais sa voix manquait de l'indignation que j'attendais. Elle semblait presque soulagée. « Je dis la vérité, Antoine. Pour une fois, tout le monde va savoir ce que nous avons vécu. » Et alors, à ma grande surprise, Antoine fit un pas en avant. Il prit le micro de mes mains et, avec une voix que je ne lui avais pas entendue depuis des années, dit « Ma femme a raison. Je suis désolée, maman, mais ce que tu as fait hier, tu as franchi une ligne. Tu ne peux plus vivre ici. » Le visage de Martine passa du blanc au rouge en quelques secondes. « Comment oses-tu ? Je suis ta mère. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, pour ton bien. Faire peur à mes enfants, ce n'est pas pour mon bien, » répondit Antoine avec une fermeté qui me coupa le souffle. « Casser leurs affaires non plus, ni traiter ma femme comme si elle était une bonne dans sa propre maison. » Martine regarda autour d'elle, cherchant des alliés parmi ses amis, mais même elle semblait mal à l'aise avec la situation. « Elle ment !» cria-t-elle en me montrant du doigt. « C'est elle qui a cassé la poussette. C'est une manipulatrice qui veut me séparer de mon fils. » C'est alors que Rachel s'avança. « Madame Vasquez, j'ai ici une mise en demeure. En tant qu'avocate de la famille, je dois vous informer que vous devez quitter les lieux dans un délai de 24 heures. L'appartement est au nom de votre fils. Et légalement, vous n'avez pas le droit de rester ici, surtout après un incident de mise en danger de mineurs. » Elle lui tendit un document imprimé. Martine le prit avec des mains tremblantes, le regardant comme si c'était un serpent. « C'est absurde. Antoine, dis-leur que c'est absurde. » Mais Antoine ne dit rien. Il prit simplement Lucas dans ses bras, pendant que je tenais Mathéo, formant un front uni que nous n'avions jamais présenté auparavant. Le masque tomba complètement du visage de Martine. Pour la première fois, je vis de la peur dans ses yeux, et du soulagement dans les miens. « Si je pars, dit-elle d'une voix tremblante, je ne reviendrai jamais. Tu m'entends, Antoine ? Jamais. Je comprends, maman, répondit-il avec tristesse. Et je l'accepte. La fête continua dans une ambiance étrange, tendue mais aussi cathartique. Les invités partirent tôt, murmurant des excuses polies. Les amis de Martine s'en allèrent avec elle, me lançant des regards assassins. Chantal et Lucie restèrent jusqu'à la fin, nous aidant à nettoyer dans un silence compréhensif. Quand tout le monde fut parti, Antoine et moi nous assîmes sur le canapé, épuisés émotionnellement et physiquement. Les jumeaux jouaient sur le tapis, inconscients du drame qui avait transformé leur fête d'anniversaire en scène de notre libération. « Je suis désolée », dit finalement Antoine. « Désolée de ne pas t'avoir cru plus tôt. Désolée de ne pas t'avoir protégée comme je le devais. » Je lui pris la main. « L'important, c'est que tu l'as fait quand ça comptait le plus. »« Tu crois qu'elle reviendra ?» demanda-t-il. Et il y avait une nuance d'espoir et de peur dans sa voix. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Mais si elle le fait, nous serons prêts. Nous ne sommes plus seuls dans cette histoire. » Cette nuit-là, en couchant les jumeaux, je sentis que quelque chose avait fondamentalement changé dans notre famille. Les fissures étaient toujours là, mais pour la première fois, je voyais un chemin vers la réparation. Vers une paix que nous avions oublié être possible. Elle partit cette nuit-là. Et, finalement, le silence revint dans notre foyer. Martine fit ses valises en silence, sans oser me regarder dans les yeux. Les jumeaux dormaient, les restes de leur célébration d'anniversaire encore éparpillés sur le sol. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis que je pouvais respirer. Elle n'emporta pas tout. Elle dit qu'elle reviendrait pour le reste de ses affaires quand la situation se serait calmée. Antoine et moi savions que c'était une façon de garder un pied dans la porte, de ne pas abandonner complètement. Mais pour l'instant, c'était suffisant. Je la vis sortir par la porte avec ses amis, qui étaient revenus la chercher. Il n'y eut ni étreinte, ni larmes, ni promesse d'appel. Juste un « Au revoir, mon fils » murmuré, et un dernier regard de mépris pour moi. Quand la porte se referma derrière elle, Antoine s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Je ne sais pas s'il pleurait jusqu'à ce que je m'approche et que je vois ses épaules trembler légèrement. « Nous avons fait ce qu'il fallait », lui dis-je en m'asseyant à côté de lui. « Tu le sais, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête sans lever les yeux. « Je le sais, mais ça fait mal. C'est ma mère, Camille, la seule famille que j'avais avant de te rencontrer. » Je le pris dans mes bras, sentant sa douleur comme la mienne, car malgré tout, je comprenais ce lien.
Je comprenais la loyauté, l'amour compliqué que l'on ressent pour un parent, même quand ce parent vous fait du mal. Nous ne célébrions pas une victoire, nous traversions un deuil nécessaire. Ce n'est pas un adieu pour toujours, lui rappelai-je. Nous avons juste besoin d'établir des limites. Quand elle sera prête à les respecter, elle pourra de nouveau faire partie de nos vies. Il leva les yeux. Ses yeux rougis, mais clairs. Après tout ce qu'elle a fait, tu crois encore qu'elle peut changer ? Je ne sais pas, répondis-je avec honnêteté. Mais je crois aux secondes chances. Seulement cette fois, ce sera à nos conditions, pas aux siennes. Antoine s'excusa plus de fois que je ne pus les compter cette nuit-là. Mais je ne voulais pas d'excuses. Je voulais une protection, une complicité. Nous nous sommes assis et avons parlé, vraiment parlé, des limites, des dégâts que le silence peut causer. Il me promit de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Et cette fois, je le crus, les jours suivants furent étranges, comme réapprendre à marcher après une longue maladie. L'absence de Martine était tangible, plus de critiques au petit déjeuner, plus de regards désapprobateurs quand j'habillais les jumeaux, plus de tensions perpétuelles dans l'air. Mais il y avait aussi un vide à combler. Pendant des mois, nous avions gravité autour de sa présence, adaptant nos routines, nos conversations, même nos pensées à son existence dans notre maison. Maintenant, nous devions nous souvenir de qui nous étions sans elle. Une semaine après son départ, Antoine reçut le premier appel. Je n'entendis pas toute la conversation, seulement son ton. Défensif au début, puis ferme, finalement las. Quand il raccrocha, il vint dans la cuisine où je préparais le dîner. « Elle veut revenir », dit-il simplement. Je sentis mon estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que ce n'est pas possible pour l'instant ? Que nous avons besoin de temps en tant que famille ?» Je le regardais, cherchant des signes de doute, de culpabilité. Mais son visage montrait une détermination tranquille, que je n'avais pas vue depuis des années. « Elle dit qu'elle s'excusera auprès de toi si c'est ce qu'il faut », ajouta-t-il, presque en souriant. Bien que nous sachions tous les deux ce que cela signifie. Je le savais. Des excuses de la part de Martine seraient superficielles, stratégiques, conçues uniquement pour obtenir ce qu'elle voulait. Il n'y aurait pas de véritable repentir, ni de compréhension réelle du mal causé. Je ne veux pas de ses excuses, dis-je. Je veux son respect. Et c'est quelque chose qu'elle devra prouver avec le temps, pas avec des mots. Antoine acquiesça, et nous ne parlâmes plus du sujet ce soir-là. À la place, nous dînâmes avec les jumeaux, leur donnâmes leur bain, leur lûmes des histoires, jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Une soirée normale. Le genre de normalité que nous avions presque oublié être possible. Les appels continuèrent au cours des semaines suivantes. Parfois Antoine répondait, parfois non. Quand il le faisait, il maintenait les limites que nous avions convenues. Martine pouvait voir les enfants, mais seulement dans des lieux publics, jamais seule avec eux, et toujours en respectant nos décisions en tant que parents. Parfois, elle acceptait ces conditions. D'autres fois, elle raccrochait, indignée. Mais peu à peu, elle commença à comprendre que c'était la seule façon pour elle de continuer à faire partie de nos vies. La première rencontre eut lieu dans un parc près de la maison. Elle arriva ponctuelle, vêtue avec moins d'ostentation que d'habitude, comme si elle essayait de passer inaperçue. Les jumeaux marchèrent déjà, titubant avec cette détermination comique des enfants qui viennent de découvrir leur mobilité. « Ils ont grandi », fut la première chose qu'elle dit, d'une voix qui essayait de ne pas paraître étonnée. « Ils grandissent vite », répondis-je en gardant un ton neutre. Nous nous assîmes sur un banc pendant qu'Antoine jouait avec les enfants dans le sable. Le silence entre nous était inconfortable, chargé de mots non dits. « Tu ne comprends pas », dit-elle finalement. « Je voulais seulement le meilleur pour eux. » « Le meilleur pour eux, c'est d'avoir des parents qui se respectent mutuellement, » répondis-je, « et une grand-mère qui respecte leurs parents. » Elle me regarda longuement, comme si elle m'évaluait sous un nouveau jour. « Tu n'as jamais abandonné, n'est-ce pas, malgré tout ce que j'ai fait ?» Ce n'étaient pas des excuses, mais il y avait dans sa voix une nuance de quelque chose de nouveau. Du respect, peut-être ? Ou simplement de la résignation ? Pas quand il s'agit de mes enfants, dis-je, ni quand il s'agit de mon foyer. Nous ne sommes pas devenus amis ce jour-là, ni les jours qui ont suivi. Mais nous avons établi une trêve fragile, un accord tacite de coexister pour le bien des enfants et d'Antoine. Maintenant, quand je me promène dans notre appartement, il semble à nouveau être le nôtre. Les jumeaux rient librement. L'air est chaud d'amour, pas de contrôle.
Et chaque fois que je passe devant ce mur réparé où la poussette a heurté, je me souviens de la force que j'ai trouvée dans le moment le plus effrayant de ma vie. La semaine dernière, Martine est venue dîner. C'était la première fois que nous l'invitions à la maison depuis son départ, il y a presque 6 mois. Elle a apporté des cadeaux pour les enfants, bien sûr, mais n'a pas remis en question la façon dont nous les avions habillés. Elle a commenté que le dîner était délicieux, sans suggérer comment j'aurais pu l'améliorer. De petits miracles. En l'observant interagir avec les jumeaux, maintenant âgée de presque 18 mois, j'ai réalisé quelque chose. Elle n'avait plus de pouvoir sur moi. Ses opinions, ses critiques, son approbation ou sa désapprobation, tout cela avait perdu son poids. J'étais une mère, c'était suffisant. Et je ne permettrai plus jamais à quelqu'un de me faire sentir le contraire. Cette nuit-là, après son départ, et une fois les enfants couchés, Antoine et moi nous sommes assis sur le balcon avec des verres de vin, regardant les lumières de Paris. « Tu crois qu'elle changera vraiment un jour ?» demanda-t-il. Je réfléchis à la question. Je ne sais pas si elle changera intérieurement, mais son comportement a changé, et c'est ce qui compte. Elle ne peut plus nous faire de mal. Tu sais ce qu'elle m'a dit avant de partir ? Qu'elle te respecte. Qu'elle n'aurait jamais pensé que quelqu'un me tiendrait tête pour mon propre bien. Je souris, surprise et émue. Eh bien, c'est un début. Ce n'était pas seulement pour moi, dit Antoine en prenant ma main. C'était pour toi, pour les enfants, pour nous en tant que famille. J'acquiesçais, serrant sa main. Pour nous. Au loin, les cloches d'une église sonnèrent à minuit. Un nouveau jour commençait, dans une maison qui se sentait enfin comme un foyer. Un foyer que j'avais défendu, que j'avais revendiqué, que j'avais guéri. Et tandis que le vent nocturne berçait les plantes du balcon, je fis une nouvelle promesse. Ne jamais oublier cette leçon. Que le véritable amour ne contrôle ni ne manipule. Qu'établir des limites n'est pas un acte de cruauté, mais de courage. Et que parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à votre famille est la force de dire « ça suffit ». Martine continuerait à faire partie de nos vies, à sa manière. Il y aurait des moments difficiles, sans aucun doute. De vieilles habitudes qui tentèrent de refaire surface, des mots acérés qui se glisseraient dans les conversations. Mais la différence était que maintenant, quand elle franchirait notre porte, elle saurait qu'elle entrait sur notre territoire, selon nos règles. Et tandis qu'Antoine se penchait pour m'embrasser sous le ciel étoilé de Paris, je sus que nous avions gagné quelque chose de plus précieux que la paix. Nous avions gagné le respect. Le respect des autres, oui, mais plus important encore, le respect de nous-mêmes.